Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons aborder le dossier de la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis. Pas plus tard que la semaine dernière, et en exécution des hautes instructions royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et le commandant de la zone sud s'est entretenu au siège de l'état-major général des phares avec la sous-secrétaire adjointe américaine à la défense chargée des affaires africaines, Jennifer Zakriski, qui a effectué une visite au Maroc accompagnée du général de division Kenneth Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes du commandement des états-majors pour l'Afrique. Comment se portent les relations entre les forces armées royales et les forces armées américaines? Sur quoi portent-elles exactement? Quelle est l'importance de cette visite et quels étaient les principaux volets de coopération abordés? Pour rappel, la coopération militaire bilatérale maroco-américaine est régie par un ensemble d'accords et d'arrangements qui s'inscrivent, entre autres, dans le cadre de la feuille de route 2020-2030. Pour plus d'éclairage sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le professeur universitaire spécialiste en géostratégie, Cherkaoui Roudani. Monsieur Cherkaoui Roudani, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Merci monsieur. Alors, quelle est l'importance, on va commencer par l'actualité de cette visite de la sous-secrétaire adjointe américaine à la Défense chargée des affaires africaines au Maroc? Écoutez, aujourd'hui, on parle d'une alliance stratégique militaire entre le Maroc et les États-Unis. Quand on parle d'une alliance militaire, on parle d'une forme embryonnaire d'une sécurité collective. Autant devant les défis, les enjeux aujourd'hui qui planent à l'échelle internationale, et devant aussi la géopolitique aujourd'hui du Maroc qui connaît une métamorphose, une mutation avec l'augmentation donc des attaques terroristes dans la région, dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, le terrorisme, le séparatisme, autant de sujets qui sont de dimension géostratégique, comme il a bien souligné le chef suprême, le chef d'état-major général, Sa Majesté le roi Mohamed VI, à l'occasion du 67e anniversaire de la Marche verte. Aujourd'hui, nous sommes devant des défis et des enjeux géostratégiques. Et aujourd'hui, cette relation vient dans ce contexte-là qui anime la vision éclairée de Sa Majesté d'accroître les potentialités de l'alliance stratégique du Royaume du Maroc et des forces armées royales marocaines à l'échelle internationale. Aujourd'hui, avec les États-Unis, nous avons une relation qui est très, très importante. Il y a une vision de mettre en place des mécanismes et des approches de planification et de commandement devant aujourd'hui les menaces auxquelles fait face les deux pays. Nous sommes deux pays voisins atlantiques. Nous avons des visions où il y a une convergence opérationnelle. Aujourd'hui, dans le déploiement de sa stratégie, il faut un art opératique qui est capable d'accroître cette interopérabilité interarmée entre les forces royales marocaines et les forces américaines. Et je pense aujourd'hui, cette visite vient aussi dans ce contexte de les manœuvres militaires Africa Line qui vont connaître un sursaut quantitatif et qualitatif en termes de stratégie. N'oublions pas aujourd'hui aussi que le Maroc, c'est le premier pays qui a reconnu les États-Unis. C'est un symbole aussi. Et d'ailleurs, les États-Unis reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une conception et dans une stratégie de donner un fort élan à cette relation, qu'il peut faire face à certains défis, à certains enjeux géostratégiques. Exactement. Avec ce qui se passe dans la région du Sahel, où on a remarqué une grande dynamique, justement, un renforcement de cette coopération militaire maroco-américaine, parce que le Maroc, dans le maintien de la paix dans la région, il est incontournable aujourd'hui. Écoutez, géopolitiquement parlant, le Maroc, c'est un pays qu'aujourd'hui qui joue un rôle pivot dans la paix et la sécurité dans la région, la sous-région, au niveau des Nations Unies. Le Maroc participe à plusieurs missions onusiennes. Je parle par exemple du Congo, je parle de la RDC, je parle de la Centrafrique. Aussi dans la paix, la promotion de la paix et la sécurité sur le dossier libyen, à l'échelle du continent africain, dans la lutte contre le terrorisme. Il y a ce que je peux appeler aussi ce qu'on appelle la géopolitique de renseignement que le Maroc, avec les États-Unis, entretient des relations très, très importantes, sécuritaires contre le terrorisme. D'ailleurs, il y avait beaucoup de visites de responsables américains, même le directeur du FBI, la CIA,
Vernes, par exemple Burns, toutes ces personnalités de dimension stratégique pour la conceptualisation de la défense américaine ont été à Rabat et ont visité le Maroc. Même le ministre de la Défense, il a été à Rabat. Même le chef des armées américains, Mark Milley, il était à Rabat. Donc, de fait, aujourd'hui, ça témoigne du leadership de Sa Majesté en tant que chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales marocaines, et aussi montre aussi la clairvoyance du Royaume du Maroc dans la défense aussi de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a, et surtout la sous-région, il y avait beaucoup de changements, et il y a des changements devant ces défis, ces enjeux. Donc, on voit le Maroc un pays qui est entreprenant pour la paix et la sécurité. D'ailleurs, la vision de Sa Majesté, l'initiative de l'Atlantique de Sa Majesté de s'inscrire les pays afro-atlantiques dans la géostratégie de l'Atlantique, c'est une chose qui a été applaudie par les Américains. Et aussi, donc, le pipeline du gaz du Nigeria passant par 14 pays de l'Afrique vers le Maroc rentre dans ce qu'on appelle la géopolitique de l'énergie, la production de l'hydrogène vert. Donc, nous sommes vraiment dans une stratégie multidimensionnelle qui affirme le Maroc en tant que pivot stratégique dans le continent africain et dans la région du Maghreb. Oui, on voit que la coopération militaire entre les deux armées, il y avait le sécuritaire, le maintien de la paix, mais là, les discussions ont porté sur, maintenant, il y a de nouveaux axes de coopération comme l'industrie de défense, l'acquisition de matériel et équipements avec l'accompagnement logistique nécessaire. C'est important quand on sait que le Maroc a mis en place en juillet 2021 un cadre juridique justement pour être une industrie émergente locale d'armement, avec l'ambition d'entrer dans le club des fabricants d'armes. Donc les États-Unis, bien sûr, on connaît leur potentiel, on connaît leur capacité, on connaît leur savoir-faire. Dans quelle mesure ils peuvent vraiment contribuer à concrétiser cette ambition d'être un leader ou d'entrer, en tout cas, dans le club des fabricants des armes? Écoutez, aujourd'hui, les relations maroco-américaines sont gérées et aussi sont imprégnées par une feuille de route qui a été, depuis 2020-2030, qui a été signée lorsqu'il y avait Mark Esper, le ministre de la Défense américain, en visite à Rabat, et même l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pompeo, ici à Rabat. Et aujourd'hui, lorsqu'on arrive de mettre en place des alliances stratégiques, il faut le dire que dans les contingences, quand on arrive de construire l'action. Aujourd'hui, devant les défis et les enjeux, donc le Maroc, comme un pays qui est allié stratégique des États-Unis dans l'espace atlantique et aussi dans l'espace de la Méditerranée. N'oublions pas qu'il y a le détroit de Gibraltar qui reste l'un des détroits les plus importants pour le commerce international et pour les intérêts des pays de l'OTAN, à savoir l'Espagne, la France, le Portugal et même l'Italie. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, avec la vision de Sa Majesté, c'est d'élargir ce partenariat stratégique avec les États-Unis pour qu'on arrive d'être vraiment un pays producteur, où il y aura une autosuffisance dans la production de certaines munitions légères et aussi dans le développement d'une doctrine militaire capable de mettre le Maroc en harmonie avec toutes les stratégies globales. Parce que quand on parle d'une doctrine militaire, c'est une doctrine qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps pour qu'un État peut faire face à n'importe quelle menace qu'il soit. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle des Africa Line, on parle par exemple de Handshake Lightning, on parle par exemple de Flintlock, sont des manœuvres militaires où il y a le Maroc et les États-Unis et qui participent ensemble pour défendre leurs intérêts communs et leurs stratégies communes. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, dans une vision ambitieuse, avec la loi de l'industrialisation d'armement, donc il a eu des contacts avec des consortiums américains comme Raytheon, comme par exemple Arizona, sont des compagnies qui sont bien structurées, qui sont de dimension internationale. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, le Maroc, il est en train de discuter ce qu'on appelle le système missile TAOW AI-2, c'est un système qui est hautement sophistiqué. Lorsque, par exemple, quand on parle du système missile, par exemple, Joint Stand-Off Weapon, ce sont des missiles qui sont hautement sophistiqués. Donc, on parle, par exemple, de F-16 Viper, de F-16 Lightning. On parle, par exemple, des chars qui sont très, très importants, le système Patriot, avec aussi même des drones qui sont Reaper Q9, sont des outils qui permettront au Maroc de créer et de renforcer sa force de dissuasion. Et de défense aussi. Qui peuvent à terme être fabriqués et produits par le Maroc. Bien sûr, il faut être ambitieux. Dans la vie, il faut qu'on soit ambitieux. Dans un pays comme le Maroc, rien n'est impossible. On va organiser on a vu dans l'aéronautique et pourquoi pas dans l'armement, dans des métiers de pointe technique. On est bon, on a fait des pas de géant. Donc
L'armement aussi. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui le Maroc, il a la capacité, il a le potentiel scientifique, le potentiel de recherche. D'ailleurs, la mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Centre royal de recherche et de défense va dans cette stratégie globale de mettre en place toute une vision multidimensionnelle de recherche et développement dans certains domaines scientifiques. Par exemple, nous avons aujourd'hui des Marocains qui sont dans la NASA, nous avons des Marocains qui ont dans des départements, par exemple, de combustion et de la détonation, dans des structures de dimension internationale, même aux États-Unis, même en France, en Angleterre. Et je pense aujourd'hui, cette doctrine militaire marocaine qui englobe cette vision de recherche et de développement de la défense marocaine, qui permettra au Maroc d'acquérir cette expérience avec le temps. D'ailleurs, n'oublions pas, récemment, juste la semaine dernière, donc le Brésil, il a voté donc, une motion donc, qui encourage le Brésil de mettre en place une stratégie multidimensionnelle de partenariat stratégique avec le Maroc. N'oublions pas, le Brésil, il a des consortiums militaires qui sont aussi capables d'avoir une valeur ajoutée au Maroc, comme les Chinois aussi, comme les Français, comme les Italiens, comme les Suèdes. Le Suède, aujourd'hui, devant les enjeux qui planent dans son espace géopolitique, il est en train de travailler aussi une stratégie. Je pense le Maroc aussi, devant la géopolitique maintenant, malheureusement, qui est très difficile et compliquée dans la sous-région, avec ce que nous avons décrit comme le terrorisme, le séparatisme. Donc, il est dans l'obligation de s'inscrire dans cette stratégie. Je pense que la vision de Sa Majesté, en mettant en place le Centre royal de défense et de recherche et de défense, va dans cette perspective d'évoluer vers un pays qui doit être pivot dans l'industrialisation de l'armement. Oui, qui doit être pivot et qui doit assurer petit à petit la souveraineté militaire. C'est un mot maintenant galvaudé. L'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique dont on parle de plus en plus. On a le potentiel et en plus c'est une nécessité. Voilà, l'autonomie stratégique, mais aussi si on peut atteindre une souveraineté. Au niveau d'acquisition, parce que quand on parle de la souveraineté au niveau de secteur militaire, on parle de beaucoup de choses. Même les États-Unis n'ont pas la souveraineté militaire. C'est clair. D'ailleurs, pour que vous puissiez avoir des matériaux critiques et stratégiques, même de dimension stratégique, par exemple, comme le lithium, comme les terres rares, pour qu'ils soient vraiment, parce que la fabrication des missiles hypersoniques ou bien supersoniques, on a besoin des matériaux critiques et stratégiques dont les Américains ne disposent pas. Donc, ils sont obligés de faire des partenariats avec les Chinois ou bien avec des pays africains. Et de fait, on peut comprendre, mais on peut aller vers une autonomie stratégique dans l'analyse et aussi dans l'anticipation des enjeux. Parce que, comme je viens de vous dire, dans les contingences, donc on arrive de construire l'action. Je pense, devant les défis, les enjeux, on peut construire une autonomie stratégique collective avec les États-Unis, avec nos alliés stratégiques. Donc, parce que nous sommes dans un monde où il y a le multilatéralisme sécuritaire. Donc, nous sommes dans la diplomatie de la sécurité, de la diplomatie militaire. Et de fait, aujourd'hui, ça, c'est une chose qui pourrait, le Maroc, jouer un rôle très important dans les relations Sud-Sud, dans les relations Nord-Sud, au niveau de la sécurité collective. Parce qu'aujourd'hui, l'Atlantique, malheureusement, depuis longtemps, on n'arrive pas d'appréhender une vision politique de l'Atlantique. Mais je pense, à travers cette initiative royale d'inscrire les pays afro-atlantiques dans la géopolitique ou dans la géostratégie de l'Atlantique, on peut accroître nos perspectives de créer un axe stratégique entre Rabat et Brasilia, entre l'Afrique et l'Amérique latine, entre l'Afrique et l'Amérique centrale. Et d'ailleurs, la réunion prochaine de l'Amérique centrale entre, par exemple, les Dominicains et les Salvadoriens et aussi même donc, le Panama, donc, va dans ce sens d'accroître les potentialités de travailler, parce qu'on parle de détroits qui sont très importants. On parle des corridors stratégiques dans le monde à venir. Nous sommes dans la remodélisation des axes à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Et je pense aujourd'hui, le Maroc, avec cette vision stratégique d'accroître ses alliances stratégiques, va dans la mise en place d'une matrice militaire capable vraiment d'avoir le leadership dans le continent africain, qui connaît des métamorphoses et des mutations sécuritaires qui pourraient vraiment déranger l'Indo-Pacifique élargi qui contient l'Afrique et même le nord de l'Atlantique Nord. Ça, donc, je pense, dans ce sens-là, c'est le Maroc. Le Maroc, il est dans cette vision-là stratégique. C'est pourquoi la doctrine militaire marocaine s'inscrit dans une vision multidimensionnelle. Interopérabilité interarmée avec n'importe quelle armée. D'ailleurs, c'est ça le sens et l'essence des manœuvres militaires Africa Line. Et aussi d'être analyse stratégique des pays sûrs
et aussi de confiance. Parce que pour avoir la confiance des Américains comme des Européens, ce n'est pas une chose qui est facile. D'avoir, par exemple, de certains missiles hautement sophistiqués, qui sont très intelligents, de 5e génération, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de facile. D'avoir HIMARS, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça, normalement, exige de la confiance et de trust. Je pense aujourd'hui, le Maroc, il est dans cette voie d'être un partenaire stratégique, d'accord, des grandes puissances qui va lui permettre de jouer un rôle dans le développement du continent africain et de suite, le continent africain pourra constituer vraiment une vraie matrice pour faire face à ces enjeux sécuritaires. Avec le nouvel ordre mondial, avec tous les chamboulements, avec la fin de la bipolarité. Alors, comme dit le dicton, la meilleure façon d'instaurer la paix, c'est de préparer la guerre, même si on ne prépare pas la guerre. Donc la guerre, c'est le continuum de la politique aujourd'hui. Absolument, c'est le continuum de la politique. Vous avez évoqué, Cheikh Khawiroudani, l'opération African Lion, bien sûr. Le Maroc et les États-Unis préparent la 20e édition, qui aura lieu dans 3 mois, du 20 au 31 mai prochain, dans plusieurs régions, y compris la région de Mahbes. Effectivement. Ce n'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. C'est une forte symbolique, c'est très important, que ce soit dans les provinces du Sud aussi, qu'ils soient inclus dans cette opération. Non, la première chose qu'il faut souligner, aujourd'hui, le Maroc n'est pas un pays juste qui organise. Ce n'est pas un pays hôte de la cérémonie ou bien du manœuvre. C'est un pays qui est partenaire stratégique de Africa Line. Donc, de fait, aujourd'hui, n'oublions pas que les Américains reconnaissent l'intégrité territoriale du Maroc sur les provinces du Sud et la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, donc depuis très très longtemps. Donc, de fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va, donc l'organisation des manœuvres militaires Africa Line dans le Mahbes et dans les provinces du Sud du Maroc, c'est une expression géopolitique de l'intérêt que portent les États-Unis pour la sécurité nationale marocaine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans la façon d'accroître aussi notre façon de voir les perspectives d'évolution de cette alliance stratégique, comme je viens de vous dire. L'alliance n'est que forme embryonnaire d'une sécurité collective. Et de fait, aujourd'hui, les Américains, ils ont besoin aussi du Maroc. Donc, ce n'est pas pour les yeux des Marocaines et des Marocains, mais parce que le Maroc, c'est un pays qui a des atouts géostratégiques. Donc, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays atlantique, c'est un pays africain et c'est un pays aussi qui contribue, c'est un pays à qui on peut faire confiance. Donc, c'est un pays qui a joué et qui joue aussi un rôle très important, qui a des alliances multilatérales dans des organisations internationales. Par exemple, avec les pays du Golfe, nous avons des relations vraiment hautement stratégiques, avec les continents africains, dans l'Afrique de l'Ouest, donc dans l'Union pour la Méditerranée. Sur la question libyenne, le Maroc n'arrête pas de gérer et d'avoir, donc, être entreprenant pour gérer cette crise libyenne, comme aujourd'hui, dans le changement climatique, le Maroc, il a cette diplomatie d'accroître aussi donc, les voies pour un continent aussi capable d'assumer cette responsabilité climatique. Donc, et je pense aujourd'hui, tout ça rentre dans une matrice qui a permis que le Maroc soit un pays qui est attirant pour les Américains. Ça, c'est l'un des pays émergents les plus attractifs, surtout le plan, que ce soit celui des énergies, que ce soit celui, justement, comme vous l'avez dit, de la géopolitique, que ce soit celui même dans d'autres domaines, qu'ils soient culturels ou économiques, qu'on voit avec les échanges. Alors, est-ce qu'on a une idée du programme de cette 20e édition d'Afrique Lion et peut-on dresser un petit bilan des 19 années qu'ont apporté les éditions précédentes de cet exercice? C'est le plus important, le plus grand sur le continent africain. Cela fait 19 ans que se déroulent ces exercices. Qu'est-ce qu'ils ont apporté principalement? La première chose, c'est que ces manœuvres militaires permettent d'accroître l'interopérabilité interarmée entre les forces royales marocaines et les forces américaines et les forces étrangères qui participent, y compris des forces européennes, même les Espagnols, les Italiens, avec l'exercice aéroporté des Italiens, avec les Américains, avec les Marocains. Et aussi, n'oublions pas, aujourd'hui, il y a des défis qui sont vraiment indescriptibles, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, les groupes terroristes qui prolifèrent dans la région de l'Iptako-Gourma ou bien dans le golfe de Guinée pourraient demain avoir vraiment entre les mains des armes nucléaires. Ils pourraient avoir des chimiques et même des drones. Donc, de fait, aujourd'hui, c'est une
obligation de travailler sur toute une stratégie et une art opératique qui permet donc d'affronter ce genre de menaces potentielles. Donc je pense que les manœuvres militaires Africa Line rentrent dans cette stratégie, d'accord, d'accroître cette interopérabilité. N'oublions pas aujourd'hui, par exemple, en cas de guerre de haute intensité, il faut travailler sur ce qu'on appelle sur le commandement et le contrôle. Donc par exemple, auparavant, le Maroc et les États-Unis travaillent avec le Link 16, 18. Maintenant, on pourrait aller jusqu'à le Link 22. C'est par exemple un lien de connexion et de communication plus sûr, plus sécurisé. Je pense même à la visite de la secrétaire Akinitra dans le centre opérationnel et de commandement rentre dans cette stratégie de renforcer la planification stratégique et même d'accroître l'interopérabilité interarmée entre les forces royales marocaines et les forces américaines. Et donc, je pense que c'est dans cette stratégie-là que les manœuvres militaires viennent dans un contexte d'ailleurs qu'on vient de dire, où il connaît donc un accroissement du chaos avec le séparatisme qui s'immisce dans le continent africain et aussi avec les groupes terroristes. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, avec les Américains, rentre dans cette perspective d'évoluer donc leur travail, leur interopérabilité pour qu'ils soient capables de faire face à certains défis et enjeux sécuritaires. Dernier axe, M. Cherkaoui Roudani, le président américain Joe Biden a récemment signé la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2024, le NDA. Que contient ce texte comme principale nouveauté concernant la coopération militaire avec le Maroc? Écoutez, la coopération, donc le texte, il encourage la coopération militaire avec le Maroc, c'est à travers l'Agence américaine de défense et de sécurité, normalement, qui signe donc n'importe quel, par exemple, partenariat. D'ailleurs, par exemple, TAWA2, ou bien le système, par exemple, de Joint Stand-Off Weapon, ce sont les agences, par exemple, qui soulèvent une appréciation stratégique au président et à son conseil de la sécurité. Et je pense aujourd'hui, lorsqu'on voit le texte, on voit qu'il y a un intérêt que portent les Américains au Royaume du Maroc. Et comme on vient de dire, ils soulignent les atouts géostratégiques de Rabat et aussi le rôle que joue le chef suprême et le chef d'état-major général, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans l'élaboration d'une stratégie militaire défensive. Parce que le Maroc n'est pas dans l'offensive, mais dans la défensive. D'accord. Et le Maroc aussi pour le multilatéralisme sécuritaire. Donc, c'est pourquoi le père africain fasse beaucoup de stages et aussi de formations ici dans le Maroc. Et de fait, le Maroc, donc les Américains sont très très conscients de l'importance et aussi de la force du Maroc au niveau sécuritaire et au niveau de la stratégie militaire. Nous sommes en avance aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que dans les études de recherche et développement de la défense et des stratégies militaires, peu de pays arrivent de mettre en place un livre blanc, d'accord, militairement parlant. Le Maroc dispose ses moyens, ses potentialités pour qu'il ait une vraie doctrine militaire qui va... Oui, nous sommes nous-mêmes, nous assurons la formation de militaires de plusieurs pays africains. Oui, ça rentre dans la diplomatie militaire. Alors, pour justement la NDA, par le passé, on voyait il y avait des velléités de lobbyistes pour les Américains, pour les séparatistes, ce qui fait que souvent, pendant le vote, il y avait ces tentatives des lobbyistes de plaider la cause des mercenaires. On a vu qu'en 2024, ce n'est plus le cas. Effectivement, ils ont été évincés, on les a quasiment pas entendus. C'est une loi qui est passée. Les fameux lobbyistes qu'on connaît, ils n'ont pas eu droit au chapitre ou ils n'ont pas intervenu parce qu'ils savaient que c'est plié. Écoutez, aujourd'hui, il faut le dire, l'avenir des États-Unis et même la stabilité des États-Unis américains, des États-Unis d'Amérique, elle est imprégnée par deux doctrines géopolitiques. La doctrine du nord de l'Atlantique et la doctrine de l'Indo-Pacifique élargie. Le glacier protecteur entre les deux, c'est l'Atlantique du Sud. Aujourd'hui, l'Atlantique du Sud devient, avec l'initiative de Sa Majesté, un vrai projet politique qui va faire fusionner de perception et avec une convergence opérationnelle entre l'Afrique et l'Amérique latine et même l'Amérique centrale. Et de fait, aujourd'hui, les Américains sont très conscients. Les leçons de la guerre ukrainienne, les leçons de cet enchevêtrement des intérêts géostratégiques dans l'Indo-Pacifique avec la Chine sur le Taïwan, ils ont compris aujourd'hui qu'ils doivent
aujourd'hui encourager et qu'ils doivent promouvoir un partenariat hautement stratégique avec Rabat. Ce n'est pas pour les yeux des Marocains. Et c'est un partenariat qui n'est conditionné par rien du tout, parce qu'on lit par-ci, par-là, la coopération militaire avec les États-Unis est conditionnée par... alors qu'elle n'est pas conditionnée, on est un pays souverain, et c'est un partenariat entre deux pays souverains. Mais écoutez, aujourd'hui, les défis et les enjeux de l'Atlantique, d'accord, aujourd'hui montrent qu'aujourd'hui les États-Unis sont en train de chercher, d'accord, une influence stratégique dans la région et la sous-région. Ça passe à travers le Maroc. Pour lutter contre le terrorisme, vous êtes obligé de passer par Rabat. C'est l'expertise. Il y a une vision avant-gardiste, il y a une expérience, il y a aussi une école de renseignement. Parce que tout à l'heure, on parle de la géopolitique de renseignement. Lorsque le Maroc arrive, par exemple, d'anéantir une attaque terroriste de James Coles Bridges aux États-Unis, ce n'est pas pour rien. Donc, lorsque le Maroc arrive de former et de créer une vision stratégique sur le contre-terrorisme, par exemple, dans la Guinée, d'accord, ce n'est pas pour rien. Les Américains sont très intéressés. Ils ont des intérêts stratégiques dans le continent africain. Et je pense qu'ils ont besoin d'un pays qui a le leadership et à qui on peut faire confiance. Donc c'est Rabat. Donc le Maroc, le royaume du Maroc, avec les États-Unis, sont des voisins, géopolitiquement parlant. Ce sont des voisins, c'est deux pays atlantistes, et il y a une vision d'accroître ces relations parce que l'enjeu, c'est le continent africain. Exactement. D'accord. Le continent africain, c'est un continent qui est indispensable pour l'ordre mondial qui arrive. Merci beaucoup, professeur Chapra Roudani. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et spécialiste en géostratégie. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Média TV. Très belle soirée.